Bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille dont voici les titres. Les organisations syndicales chez le Premier ministre Paul Kabatieba en vue de préparer le forum sur le dialogue social. Et puis le gouvernement angolais entend lutter contre la corruption en donnant un ultimatum de 180 jours à tous ceux qui auraient des sommes d'argent hors du pays de les rapatrier. Encore une fois, dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Comme je le disais en titre, des représentants de l'unité d'action syndicale ont été reçus ce vendredi par le Premier ministre Paul Kabatieba. L'objectif principal de la rencontre était de discuter sur un certain nombre de points divergents entre les deux parties et jeter les bases du prochain forum sur le dialogue social. Le ministre de la fonction publique nous en dit plus au micro de Delphine Banissi et Yannick Kaboré. Chef du gouvernement, son Excellence, M. Paul Kabatieba, a demandé, a invité l'Union d'action syndicale pour un entretien autour de l'annonce qu'a faite le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall dans son discours de fin d'année. Le président du FASO avait notamment annoncé la tenue dans le mois de février d'une rencontre avec tous les acteurs nationaux autour d'un système de rémunération juste, équitable et cohérent. C'est dans cette perspective que le Premier ministre a invité ce matin l'Union d'action syndicale pour leur porter l'information de l'opérationnalisation de cet engagement du chef de l'État. Donc il s'est agi pour le Premier ministre de dire aux syndicalistes le processus tel que le gouvernement entend le conduire. Donc il va s'articuler autour de deux grands éléments. Les principes et les valeurs qui vont conduire le processus de négociation autour du système de rémunération. Ça va être les principes de la transparence, de l'équité, de la richesse, de la justice et de la cohérence. Et pour mener à bien ces principes, le calendrier qui est proposé, c'est qu'à partir du 28 février, il y a une conférence nationale, on pourrait le dire ici, qui va regrouper les acteurs syndicaux, mais également les autres forces vives de la nation, et pour recevoir le diagnostic de la situation sur le système de rémunération. Et chacune des composantes aura un délai de battement de 3 semaines pour faire des propositions, parce que pour la conduite de ce processus, tirant expérience des grands événements du passé, le gouvernement ne vient pas avec une proposition toute faite. Chacune des composantes de notre société viendra avec ses solutions pour la résolution des difficultés que nous avons dans notre système de rémunération. Donc après avoir recueilli les amendements des parties prenantes, une conférence générale sera organisée courant le mois de mars, autour de 3 jours, pour discuter des propositions que chacune des composantes aura faites. Donc succinctement, voilà l'information que le Premier ministre, son Excellence Paul Kabatieba, a souhaité porter privilégieusement aux syndicalistes. À la suite du ministre de la fonction publique, le président du mois de l'unité d'action syndicale donne son appréciation sur les conclusions de la rencontre. Il est toujours au micro de Delphine Banissi. Nous avons donc invité pour nous donner des informations relativement à l'annonce que son Excellence le président Macky Sall avait fait lors de l'adresse à la nation en fin d'année, notamment par rapport à la rémunération, au système de rémunération des agents de la fonction publique. Donc, c'est une rencontre d'information. Ils nous ont donné une série d'informations, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont voulu privilégier le mouvement syndical en leur donnant la primeur donc, de l'engagement ou bien du processus qui va être engagé autour de ce débat, qui va être un débat national, avec au centre les travailleurs et le gouvernement. On associera certainement quelques personnes, forces vives de la nation, pour qu'on puisse échanger sur la base d'un document qui fera le diagnostic de façon globale de la situation
un autre document qui donnera des pistes de solutions. Mais il a dit que le gouvernement n'a pas la science infuse. Il appartient donc à tout le monde de pouvoir apporter sa contribution dans la résolution de cette question difficile pour l'apaisement du climat social et surtout dégager des ressources pour le gouvernement afin qu'il puisse réinvestir dans d'autres domaines sociaux pour le développement du pays. De tout, nous avons bien entendu, comme c'est des informations, nous allons nous retrouver et analyser tout ça. Et c'est à l'issue de ça que vous pouvez donc être informé de l'avis général de notre position sur la question au niveau du gouvernement syndical. Nous avons profité de l'occasion, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on vient ici, pour lui rappeler un certain nombre d'engagements, notamment la rencontre gouvernement syndical, quand est-ce que ça va être tenu. Les patrons de presse autour d'une table pour être sensibilisés sur le paiement des redevances. Cette rencontre est l'œuvre du Conseil supérieur de la communication en collaboration avec l'ARCEP. Yasmina Gigamde et Dieudonné Koumsara y étaient pour nous. En ce jour 23 février, les patrons de presse sont réunis autour d'une même table pour un atelier de sensibilisation à l'hôtel Palm Beach. Cet atelier a une importance capitale en ce sens que il vise à sensibiliser les promoteurs de médias sur le paiement des redevances annuelles, qui est une obligation qui est contenue dans la convention signée entre le CSC et les différents promoteurs. À en croire le DG du CSC, beaucoup de médias ne payent pas leurs redevances. Selon lui, si rien n'est fait après la mise en demeure, des sanctions surviendront. Du constat, il est ressorti que beaucoup ne sont pas malheureusement à jour vis-à-vis du paiement de leurs redevances. On va faire des lettres de redevance. Des lettres de redevance, s'il n'y a pas de suite, on va faire des mises en demeure. Et les mises en demeure, on va arriver maintenant aux sanctions ultimes, c'est-à-dire le retrait des fréquences des différents promoteurs qui ne payent pas du tout leurs redevances. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, les fréquences sont des ressources rares. Parce qu'il y a beaucoup de demandes actuellement qui sont en attente. Il y en a qui sont attributaires des fréquences, mais malheureusement qui ne les utilisent pas, ou qui les utilisent, qui ne payent pas aussi les redevances, alors que c'est une obligation qui est contenue dans la convention signée entre le CSC et les différents promoteurs. L'atelier de Ouagadougou regroupe des participants de plusieurs localités, notamment Koudougou, Zignaré, Dori, Po, de Manga et naturellement de Ouagadougou. Après la première série qui a débuté à Bobo Dioulasso, Waïgouya et Fadan Gourma, celle de Ouagadougou est la dernière étape qui referme la tournée. Le général Djendjéré parle. C'est le titre de la nouvelle œuvre littéraire écrite par le journaliste Serge Oulon et qui donne des éléments de réponse sur les questions portant sur la vie de l'homme fort du régime Compaoré. L'œuvre a été dédicacée au centre de presse Norbert Zongo en présence de Delphine Banissi et Dieudonné Koumsara. 160 pages, c'est ce que Serge Oulon, journaliste au bimensuel Le Courrier confidentiel, a utilisé pour répondre aux trois principales questions qu'il se posait sur la vie du général Gilbert Djendjéré, considéré comme la boîte noire du régime Compaoré, la vie en prison, les dessous de sa fidélité avec l'ancien président Compaoré et l'homme des sales besognes du régime déchu. 2 ans ont fallu à l'auteur pour rédiger toutes ces lignes. Je pense qu'un ouvrage d'une centaine de pages, ça ne tombe pas du jour au lendemain. En plus de cela, c'est un travail que j'ai mis 2 ans pour le faire. Et comme je l'ai expliqué en fait tout à l'heure, c'est dans une démarche en fait pour l'histoire, laisser quelque chose pour l'histoire. Et c'est dans le prolongement en fait de ma profession de journaliste que j'ai décidé d'écrire cet ouvrage-là. Et du reste, dans le document, on n'en parle pas. Ou du moins on en parle peu si ce n'est que les conditions de son arrestation et sa vie en prison. Ce n'est pas un livre pour défendre qui que ce soit. Moi je suis dans ma peau de journaliste. Je permets à mes concitoyens de pouvoir exercer leur droit constitutionnel de droit à l'information et c'est ce que j'ai essayé de faire. Le reste par rapport à la date de parution ou à la date de sortie, ce n'est qu'un contexte et je pense que les Burkinabés vont constater que ces derniers jours, ça sera que le procès qui sera à la une. On a déjà des journaux qui consacrent des rubriques spéciales. Donc on essaie d'analyser et de pouvoir anticiper. Et je dis que par rapport à un certain nombre d'acteurs, on peut apporter quelque chose pour l'histoire. Je pense qu'il n'y a pas un travail
travail à défendre qui que ce soit et non pour plaire à X ou à Y. C'est un travail, j'ai essayé d'être impartial, j'ai essayé de faire de telle sorte qu'on puisse sentir un peu l'effort quand même, d'être juste entre guillemets, et d'offrir quelque chose quand même qui est proche de la réalité. C'est une démarche aussi de journaliste. Que vous me prenez ou vous prenez un autre journaliste, si on adopte la même démarche, peut-être on va aboutir à peu près au même résultat. Parce que j'ai rencontré ceux qui applaudissent le général Gilbert Diendéré. J'ai rencontré aussi des gens qui le haïssent, entre guillemets, des gens qui ne veulent pas entendre parler de lui. Faut noter que l'œuvre est parue le 15 février dernier et le premier lecteur fut le général Diendéré que l'auteur dit être allé voir à la maison d'arrêt et de correction de l'armée. En outre, il ajoute que l'idée est née à la suite de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué. Il a sa version, il balaie du revers de la main. Il y a aussi des accusations le concernant justement. Et à travers ces accusations, pour nous, il était dans le cadre d'une biographie, un témoignage. C'est de pouvoir avoir tous ces éléments-là et que les lecteurs justement puissent se faire une opinion par rapport à tout ce qui se dit sur l'homme, précisément sur le volet des crimes de sang. Grosso modo, l'ouvrage raconte un peu la vie de cet officier général des forces armées nationales burkinabè. Il raconte un peu le parcours scolaire et militaire en fait, de ce personnage-là. L'ouvrage aussi revient un peu sur les différentes accusations concernant le personnage, sur les différentes informations relatives un peu à sa fortune, ses rapports avec les acteurs politiques, les raisons de sa fidélité à l'ancien président Blaise Compaoré et un peu sa conception aussi un peu de la réconciliation nationale, et il a porté aussi son regard un peu sur la situation de l'armée burkinabé actuelle. Le général Diendéré parle, mais qu'est-ce qu'il dit exactement? Il faudra parcourir le livre en entier pour en avoir la réponse. L'œuvre est actuellement disponible au Centre national de presse à Norbert Zongo au prix unitaire de 5 000 francs CFA. La page internationale de cette édition nous conduit au Mali, au Rwanda et en Angola où le gouvernement a donné un ultimatum de 180 jours à toute personne qui aurait domicilié illicitement des sommes d'argent à l'étranger de les faire rapatrier au pays. L'objectif de cette loi qui vise la lutte contre la corruption est de faire prendre conscience à la population angolaise que nous sommes dans un nouveau monde, dit le président angolais. 180, c'est le nombre de jours accordés par le gouvernement de João Lourenço aux fraudeurs pour rapatrier des sommes domiciliées de manière illicite à l'étranger. Bien plus qu'une loi économique, ce texte serait, selon les observateurs, un rappel à la moralité de la population angolaise. L'objectif de la loi que le président João Lourenço met en place, c'est que chaque membre de la communauté angolaise prenne conscience que nous vivons dans un monde nouveau. C'est fini l'impunité zéro. Tous celles et ceux, par leur façon de faire, par leur manière d'agir, ont pu, à un moment donné, confondre le denier public et l'argent privé, doivent faire l'effort. Plutôt que d'aller en prison, vaut mieux rapatrier l'argent sur place, investir sur place, créer des emplois. C'est peut-être la meilleure façon de se montrer citoyen de ces peuples que nous avons le plus besoin. Et pour ce faire, les citoyens et autres entreprises locales concernées par ce moratoire pourront non seulement rapatrier leurs fonds de manière gratuite, mais échapperont à des poursuites si et seulement si cet argent, que l'on estime à des milliards de dollars, est investi dans l'économie angolaise. Une économie qui souffre depuis quelques mois de la baisse des prix du pétrole, matière première au cœur des 3/4 des finances du pays. Cette mesure, qui intervient dans un contexte économique tendu, ne serait pas, selon certains observateurs, le fruit du hasard, une insinuation que la majorité présidentielle réfute. Non, le président ne vise personne. Pendant qu'il était en pleine campagne présidentielle, il a effectivement mis cette annonce dans son statut en disant clairement que nous allons combattre la corruption. La corruption, ou le crime en col blanc, au cœur du programme du président João Lourenço, et pour laquelle le président a nommé le 21 février 5 nouveaux juges à la Cour suprême. Le niveau d'endettement du Rwanda atteint actuellement 36,6% de la dette extérieure par rapport au produit intérieur brut. En 2008, la dette nationale était de 19,5%, ce qui veut dire qu'elle a presque doublé en 10 ans et prend une tournure inquiétante. Cependant, le gouvernement rwandais et le Fonds monétaire international affirment que, bien que le niveau d'endettement ait grimpé, il reste gérable. Le Rwanda fait partie des rares pays du continent qui a un plan de dette publique
une stratégie de dette publique clairement définie. Et la plupart des dettes accumulées par le Rwanda, par exemple, sont utilisées pour financer les projets d'infrastructure. Et donc, je pense que le pays est sur une bonne route en termes de... Nous savons ce pourquoi nous contractons un prêt, nous l'utilisons pour nous utilisons l'argent que nous avons eu pour ce que nous avons planifié et nous faisons tout pour recouvrir les dettes. Le seuil fixé par la communauté de l'Afrique de l'Est pour la dette publique extérieure par rapport au PIB est de 50%. Même si le Rwanda n'a pas encore dépassé cette limite, il doit travailler sur sa dette intérieure qui reste relativement faible selon les experts. Le pays pourrait nuancer un peu et diversifier les sources de dette et se pencher un peu plus sur la dette intérieure. Par exemple, je peux donner l'exemple du Bénin qui en 2017 a lancé des emprunts obligataires auprès du public. Et donc, le public peut prêter de l'argent à l'État, par exemple sur 10 ans, et récupérer après à des taux quand même plus faibles par rapport au marché, qui sont à peu près de 6%. Notons que la dette intérieure du Rwanda s'établit à environ 10% à la fin de l'année 2017. Pour rappel, en juin 2005, une dette d'$1 milliard contractée par le Rwanda aux créanciers a été annulée dans le cadre de l'initiative de la Banque mondiale en faveur des pays pauvres très endettés. Il est 20h à Gao. La police des Nations Unies fait sa patrouille quotidienne, tandis que sur le bord de la route, les habitants regardent la télévision ou boivent le thé. La situation s'est certes améliorée depuis l'occupation djihadiste de la ville en 2012, mais pas suffisamment. Disons la vérité, la sécurité à Gao, franchement, maintenant, c'est du ras-le-bol. On a vraiment marre de la sécurité, franchement. Tout le monde a peur de sortir, même de s'asseoir pour causer comme ça, tout le monde a peur. Malgré les 5000 militaires et policiers de l'ONU déployés dans la région de Gao, les attaques se poursuivent. Face au banditisme et au terrorisme, l'action de la MINUSMA est freinée par son mandat. C'est difficile de dire si c'est une mission de maintien de la paix ou une mission pour faire la paix, qui sont deux choses différentes. C'est proche de la lutte contre le terrorisme alors que nous ne sommes pas censés faire ça. C'est pourquoi nous avons des limites dans notre travail. Mission de l'ONU, opération française Barkhane, armée malienne et bientôt force conjointe du G5 Sahel. Ils sont nombreux à opérer dans la région de Gao. La société civile salue cette présence militaire, mais pour elle, il n'y a qu'une solution pour mettre fin à l'insécurité, diminuer le nombre d'armes en circulation. Le plus grand problème de l'insécurité aujourd'hui, c'est la lenteur du processus de paix. Parce qu'il n'y a pas eu de désarmement jusqu'à nos jours. Tant qu'il n'y a pas de désarmement, l'insécurité va continuer dans ce pays. Le cantonnement des groupes armés signataires de l'accord de paix n'a toujours pas débuté, ni à Gao, ni dans le reste du Mali, faute de consensus avec le gouvernement. Alors, dans la ville du tombeau des Askia, on reste sur ses gardes. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ces mots sont du roi David et sont tirés des psaumes au numéro 16, le verset 8. C'est une décision que David a prise au milieu de sa vie mouvementée. Il a fait de l'Éternel le centre de sa vie et de ses intérêts. En est-il ainsi pour nous ? Avons-nous constamment l'Éternel sous nos yeux? Notre foi reste-t-elle inébranlable en lui? Eh bien, quand vient la tentation de suivre le chemin le plus facile, veillons à ce que le Seigneur ait la première place en toutes choses dans notre vie. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à notre session d'information. Nous vous souhaitons un excellent week-end, surtout dans la crainte de Dieu.